Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à tous, très bonne matinée sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Soyez les bienvenus dans Vous êtes formidables, avec comme toujours des gens formidables de la région, qu'ils le soient par leur talent, leur savoir-faire, leurs initiatives, leur parcours. Et c'est le cas de notre invité d'aujourd'hui que j'accueille tout de suite. Bienvenue à Audrey Sauvageon. Bonjour. Bonjour. Un petit namasté qui ne fait pas de mal. Je vous laisse vous installer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle La Tête Haute. Je soutiens Marin. Et Marin, c'est votre fils, victime le 11 novembre 2016 d'une très violente agression qui l'a laissé handicapé à plus de 80%, je crois. Pourquoi cette agression? En un mot, il s'était interposé entre un couple qui avait eu le tort, entre guillemets, de s'embrasser devant la gare de la Part-Dieu à Lyon et un groupe de jeunes auxquels les démonstrations d'affection visiblement ne plaisaient pas. Marin a ensuite été suivi, frappé, laissé pour mort. Il a passé 15 jours dans le coma, 1 mois et demi en réanimation. Et ma première question, c'est évidemment comment se porte-t-il aujourd'hui, Audrey? Marin va relativement bien. Il est dans une période où il explore, il se cherche un petit peu, et il cherche ce que va être sa nouvelle vie ou celle qui se prolonge un petit peu différemment. Alors Marin, je voulais qu'on le voit quand même et qu'on l'entende. Et c'est un document qui est rare parce qu'il s'est quasiment jamais exprimé. Je crois que c'était la première fois. Il a fait cette vidéo, donc un message public. Je vous propose de l'écouter. Ce n'était pas du courage, c'était simplement de l'indignation. Quand j'ai vu cette femme avoir peur avec lui, je me suis dit que ça pourrait être ma mère, ma sœur, ma copine, et pour ça j'ai voulu intervenir. La citoyenneté, c'est l'entraide, l'altruisme, penser à l'autre. Être citoyen, c'est être libre. Libre de parler, de se balader, de rire avec ses amis. Et cette liberté-là, on y tient tous. Qu'en s'entraidant, tous ces drames quotidiens pourraient être évités. En sollicitant des gens, en levant les yeux de son téléphone. Ensemble, chassons la peur de nos rues et gardons la tête haute. Voilà, Marin, sa maman, vous êtes fière de votre fils? Bien sûr. C'est quelqu'un de courageux, il parle de courage. C'est ce qui le définit le mieux, le courage? Entre autres, je ne sais pas si je suis très objective. Il a beaucoup de qualités pour moi. Le courage en fait partie. C'est quelqu'un d'altruiste et d'empathique envers les autres. Et c'est un battant aussi? Oui. Sans doute. Il avait 19 ans, donc au moment de cette agression. Il avait 20 ans. 20 ans, pardon. Il venait de fêter ses 20 ans. J'ai lu les deux versions. Voilà, il était proche, encore proche des 19. C'était un étudiant brillant, je crois, en sciences politiques. Il envisageait de faire quoi de son avenir? C'était un étudiant brillant, il avait réussi son bac mention très bien. Il faisait droit et sciences politiques. Il menait de front une double licence et il voulait être commissaire de police à l'époque. On verra tout à l'heure quels sont ses objectifs aujourd'hui, mais comme c'est un battant, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, quand vous avez appris la nouvelle, sans vouloir remuer des moments difficiles? J'étais tranquillement à la maison, un jour férié, avec mon époux et mes 2 jeunes enfants. Et comment est-ce qu'on réagit à ce moment-là? Vous mesurez tout de suite la gravité de la situation ou pas? Oui et non, en fait. On navigue entre les deux constamment. C'est-à-dire qu'on se dit c'est grave, et en même temps, on passe son temps à se raisonner en disant non, c'est pas possible. Donc, il y a l'espoir que finalement tout va bien se terminer. il y a l'espoir qui me tient tout le temps, jusqu'à l'arrivée à l'hôpital, où on me dit non, on n'attend pas de Marin. Et je me dis ouf, je savais que c'était pas lui, et on me dit on attend Maxime. Et ils m'ont dit restez quand même. Et en fait, il avait mal été enregistré initialement. Donc, il y a toujours ces espèces de petites touches qui nous disent on a un peu d'espoir. Ce moment de doute qui doit être terrible. Alors, il a été entre la vie et la mort pendant de longues semaines. Quand on est parent, on pense à quoi? J'imagine que tout passe par la tête, le meilleur comme le pire. Paradoxalement, on est extrêmement ralenti. On pense très lentement, mais les choses défilent de manière assez bizarre. On est sous le choc, en fait. Moi, j'étais sidérée.
Et les seuls moments où j'arrivais à être efficace ou à être utile, c'était quand j'étais à son chevet. Je m'effondrais en sortant de l'hôpital et j'étais effondrée jusqu'au lendemain où je revenais. Ouais. Le temps passe différemment, en fait. Ouais. Il y a une sorte de distorsion du temps. Oui. Est-ce que l'agresseur a été vite retrouvé? Parce qu'on parle d'un groupe, en fait, c'est un agresseur qui lui a causé ces dégâts. On peut parler de dégâts. C'est un agresseur, il a été retrouvé le lendemain. Il était Ouais. revenu se promener avec un espèce de sentiment qui donne un sentiment d'impunité, selon moi, au même endroit. Donc il a été arrêté tout de suite. Alors, c'était un mineur au moment des faits. Est-ce que vous avez voulu savoir ce qui avait motivé son geste, ce qui a pu lui passer par la tête? J'imagine que c'est une question qu'on se pose quand on a affaire à quelque chose comme ça qui est insensé. J'ai voulu savoir, et paradoxalement, je me suis dit, il pourrait bien m'expliquer n'importe quoi. Rien ne justifie qu'on essaie de tuer quelqu'un qui s'interpose de manière pacifique, et c'était le cas. Il n'y avait, L'enquête l'a prouvé. pas de place pour ça, en fait, à ce moment-là, pour essayer de comprendre. Quand je dis comprendre, ça ne veut pas dire accepter ou admettre. Non, hein, non, c'est- mais je comprends. Encore une fois, le temps s'écoule différemment et la capacité de réflexion n'est pas la même. Donc, quand mon esprit partait de ce côté-là, je le recentrais pour que ce soit sur Marin et s'il me restait un peu d'énergie sur mes 2 autres enfants. Alors, il y a eu une période pendant laquelle vous ne saviez pas comment il allait s'en sortir, puis un jour, donc, il est sorti de réanimation. Comment sont passées ces semaines qui ont suivi la sortie de réanimation? C'est très drôle parce qu'on a un espèce comme une décharge d'énergie. On se dit, ça va aller, on va s'en sortir parce qu'il sortait de réanimation dans un état meilleur qu'on nous avait prédit. Déjà, il en sortait, ce qui n'était pas gagné. Et en même temps, on constate les difficultés qui peu à peu se font de plus en plus jour et on s'oppose de plus en plus à ça et on se rend compte de tout le chemin qui reste à parcourir. J'imagine que vous avez complètement refusé l'idée qu'il puisse ne pas retrouver ses facultés. C'est difficile pour un parent de se résigner. Ouais. On peut parler de résignation à un moment donné ou pas? Où le combat n'a pas de fin parce qu'il y a toujours de l'espoir. Le combat de Marin durera toute sa vie, ça c'est certain. Moi, je serai toujours à ses côtés. Mais je veux aussi accepter la personne qu'il est. Alors je crois que les médecins, d'après ce que j'ai lu, vous ont dit que les progrès dans sa reconstruction s'arrêteraient très vite. Alors ça, j'imagine que ce n'est pas audible. Et ça n'a pas été vraiment le cas. Il a pu progresser au-delà de ce qui était imaginable. Déjà, on nous avait dit, nous, qu'il survivrait certainement pas. Et que s'il survivrait, ce serait à l'état végétatif. Donc déjà, le fait qu'il ressorte de Réa, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai oublié votre question. Ben, c'était justement de savoir si au moment où les médecins vous disent son état va plus progresser, est-ce que c'est quelque chose d'entendable ou est-ce qu'il y a toujours l'espoir? Non, je peux pas. Moi, je ne pouvais pas l'entendre en tout cas. Ouais. C'était impossible pour moi. Est-ce que ça a aidé, à votre avis, au progrès qu'il a fait? Certes, je pense que ça a facilité les choses. Quand quelqu'un à côté de vous y croit extrêmement fort, on se dit que c'est possible. Donc il est allé plus loin que ce que le corps médical imaginait? Oui. Donc là, c'est une double victoire, Oui. pour lui et pour vous, j'imagine. Quand est-ce qu'est venue l'idée de créer une association? L'idée de créer une association est venue assez rapidement, autour de 2 mois après son agression, parce que j'étais assez inquiète des centres de rééducation qui lui étaient proposés. Ouais. Et j'ai commencé à me renseigner sur ce qui se faisait ailleurs en France, mais également à l'étranger. Et je me suis rendu compte qu'on manquait vraiment de moyens. Les soignants font des choses exceptionnelles, mais on ne peut pas s'appuyer que sur la volonté des soignants. C'est pas possible. Et au bout d'un moment, on a un décalage par rapport à d'autres pays d'Europe. Quand j'ai vu ce décalage, je me suis dit, mon travail de mère, c'est de faire en sorte de lui donner le maximum d'atouts possibles. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'avais visé un centre en Suisse pour l'envoyer. Donc c'est comme ça qu'est née l'association, Tout à pour fait. mobiliser mobiliser des fonds ou pour faire progresser les choses, puisqu'apparemment, c'est vrai que ce dont on dispose en France n'est pas suffisant. Le premier objectif, c'est quand même récolter des fonds pour pouvoir aider Marin dans sa thérapie. Oui. Alors l'association, c'est La Tête Haute, je soutiens Marin. Elle a reçu beaucoup de soutien, justement, cette association. Au-delà de ce que vous imaginiez, Bien sûr, j'imagine que ça fait du bien. ça fait Quand on est énormément de parent. bien et ça surprend beaucoup aussi. Ouais. Alors que fait l'association aujourd'hui? Alors Concrètement. l'association vient en aide à Marin, toujours, parce qu'il continue d'avoir des thérapies, des besoins. Et plus largement, quand on se pose un petit peu quelques semaines, quelques mois après l'agression et qu'on regarde autour de nous, on se dit qu'il y a eu énormément de gens qui nous ont aidés et qu'on veut œuvrer aussi à notre manière. Donc on vient en aide
aux patients qui souffrent de lésions cérébrales et à leurs proches. Alors justement, il y a la première réaction qui est, c'est votre enfant, il faut faire tout ce que vous pouvez pour lui, et après vous pensez aux autres. Donc là aussi, il y a la générosité dont Marin parlait tout à l'heure, et notamment dans vos actions, il y a la mise à disposition des victimes de traumatisme crânien, d'un coffret ou d'une pochette, on l'a ici. Qu'est-ce qu'il y a dedans et à quoi elle sert? Alors c'est le CAP La Tête Haute qui a été créé... Ça partait d'un constat, je m'étais sentie un petit peu inutile au début en réanimation et je me suis dit pourtant il y a des choses à faire et des choses qui ne sont pas du domaine des soignants, de l'équipe médicale, il y a d'autres choses à mettre en œuvre. Donc j'ai tâtonné énormément, je ne dormais plus, l'avantage de ne plus dormir c'était de chercher des solutions. Donc j'ai créé un coffret avec un livret qui indique en fait brièvement le cerveau, comment ça fonctionne. Et ensuite... Et comment le stimuler, et comment réveiller des choses qui se réveilleraient pas. C'est ça, on a plusieurs chapitres pour participer finalement, pour que tous les proches deviennent des combattants de cette armée, pour aider à reprendre conscience, pour aider à instaurer un dialogue un petit peu différent du dialogue verbal. Et ça participe à lancer la neuroplasticité. Ouais. Alors moi j'ai lu que pendant qu'il était dans le coma, vous lui avez chanté une berceuse que vous lui chantiez quand il était petit, et que vous avez remarqué que son rythme cardiaque, je crois, s'était abaissé. C'est-à-dire que ça lui apportait de la tranquillité, un bien-être. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose dont on dit que c'est complètement fou. Est-ce que les médecins comprennent ça? Les médecins comprennent une partie. Je pense qu'on fait des avancées, beaucoup de découvertes. Il nous en reste encore, je pense, énormément à découvrir. Mais cette berceuse, c'est vrai, ça m'a confirmé que même dans un coma, et un coma profond, alors qu'on me disait qu'il n'entendait certainement pas, il était quand même, il pouvait percevoir des choses. Il y a une perception ces choses influaient sur un battement de cœur notamment. Ouais. Donc ça, c'est une belle histoire. On va revenir 2 secondes sur l'auteur des coups qui ont donc asséné à Marin. Il a été condamné en mai 2018 à 7 ans et demi de prison. Il est toujours incarcéré à Roanne. Son avocate a tenté par 2 fois de lui faire obtenir une libération anticipée. Alors, la seconde fois, je crois qu'elle a été acceptée, mais elle a été repoussée en appel. Est-ce que vous avez votre mot à dire Pas vraiment. Non. Pas vraiment. On nous permet d'être un peu présent dans la procédure via notre avocat. Nous, de toute façon, on n'est pas conviés à ces moments-là, au débat. Et c'est la seule, entre guillemets, prise toute relative qu'on peut avoir là-dessus. Ouais. Ça serait quoi la condition pour vous pour qu'il soit libéré un jour? C'est pas à moi de le décider. Ouais. Pour moi, il me semble que ce qu'il a fait à Marin, ça ne changera pas, du fait qu'il soit libéré ou pas. Par contre, la chose qui est importante, c'est d'être sûr que ça ne se renouvelle pas. Ouais. On va écouter la question formidable tout de suite. Bonjour Audrey. Est-ce qu'avec Marin, vous imaginez qu'un jour, vous pourrez pardonner à son agresseur? On vous pose quand même la question. Ouais. Moi j'aurais ma réponse, mais on vous la pose quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas manqué pour éventuellement un jour songer à pardonner, c'est-à-dire des remords, des regrets? On a manqué de remords sincères, en fait. Ouais. On a manqué de remords sincères et c'est difficile de se dire que quelqu'un vit de manière assez légère des vies brisées. Il n'y a pas que celle de Marin, il y a toutes les personnes autour. Après, je me suis rendu compte que cette colère et même parfois cette haine, moi personnellement, me détruisait. Ouais. Donc je vais devoir... peut-être par du pardon, peut-être par juste un certain détachement, passer à autre chose, et j'y travaille. Est-ce que ça vous a changé? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? J'imagine que oui. Tout. Tout? Tout a changé. Quand on embrasse son mari, ses enfants le matin, et qu'on ne sait pas si on va les revoir le soir, il y a forcément des choses qui changent. Est-ce qu'aussi vous vous êtes découvert des forces que vous ne soupçonniez pas? J'imagine que là aussi la réponse est positive. Beaucoup, beaucoup, le simple fait d'être ici déjà. Oui. C'est un cap à franchir, ça, aller parler de quelque chose qui a été douloureux. Ouais, l'avantage, entre guillemets, que j'ai eu, c'est que la tête dans le guidon, je ne me posais pas de questions. Et quand on ne se pose pas de questions, on doute un petit peu moins. On avance, on fait comme on peut. Et il y a un moment où il faut prendre du recul, prendre un peu de champ. Je l'ai dit tout à l'heure, il ambitionnait plein de choses, Marin. Est-ce que ses ambitions ont évolué aujourd'hui ou est-ce qu'elles sont toujours les mêmes? Est-ce qu'il a la volonté de faire ce qu'il avait envie de faire avant l'agression? Non, il sait que ce ne sera plus possible. Donc il s'est résigné.
Maintenant, il cherche ce qu'il va pouvoir faire et surtout ce qui le fait vibrer. Il veut absolument mettre du sens partout et je pense qu'il a bien raison. Ouais. On va accueillir votre invité coup de cœur tout de suite. C'est Monia Idji qui nous rejoint. Bonjour Monia. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Alors vous êtes neurothérapeute, fondatrice du Nid Sensoriel, qui est un centre de psychologie et de développement émotionnel. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Le petit garçon et l'éléphant, qui raconte votre histoire. Et je vais vous demander à Audrey pour quelle raison elle avait voulu vous avoir à ses côtés aujourd'hui. J'ai rencontré Monia lors d'une journée organisée par la région auprès de personnes qui devaient subir un accident de la vie, ce qu'on appelle un accident de la vie. Et j'ai été tout de suite stupéfaite de sa personnalité, de son courage, de ce qu'elle a été capable de mettre en œuvre et de sa ténacité. Arriver à parcourir tout ce qu'elle a fait est force d'admiration. Ouais. Alors, vous n'avez pas vécu le même drame, mais chacun des drames que vous avez vécus touche à votre enfant. Donc c'est quelque chose, j'imagine, d'autant plus pour une mère, de très fort. Monia, alors j'ai dit, vous êtes neurothérapeute et psychopédagogue aussi. C'est quoi ? Alors, neurothérapeute, dans un premier temps, on s'appuie sur toutes les thérapies d'intégration sensorielle qui sont en lien avec nos fonctions cognitives, psychiques et émotionnelles. Voilà, j'ai un DU en intégration sensorielle en Suisse et c'est vrai que c'est peu connu sur le territoire français. Ça rejoint un petit peu ce dont parlait Audrey sur l'histoire de la berceuse. Complètement, nos sens, c'est quelque part la base de notre schéma neurodéveloppemental et c'était essentiel de pouvoir les stimuler et de les éveiller. Alors j'ai dit, vous êtes une maman qui a été confrontée aux difficultés avec un enfant. Bon, on ne va pas détailler, raconter l'histoire du livre, il faut le lire. Comment est-ce que vous avez fait face ? Alors, je crois qu'en tant que mère, on est obligé quelque part de faire face. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je dis bien souvent qu'on nous dit, je pense aussi pour Audrey, quel courage vous avez. Et j'ai tendance à dire que le courage, quand on est mère, eh ben, on n'a pas le choix. On est obligé de pouvoir porter son enfant et de l'emmener là où il est le On n'a mieux. aucun mérite, en fait. Il est là, on s'en sert. Non, c'est plutôt la force de vie et d'y croire. Mais justement, il y a un moment donné où il faut beaucoup d'énergie. Où est-ce qu'on la trouve, cette énergie, pour se battre ? Et vous en avez eu de l'énergie, et vous en avez encore. Dans l'amour, je crois. Dans l'amour d'une mère et d'un enfant, dans le socle familial aussi. Ça, c'est essentiel. Alors, vous avez développé des techniques pour permettre à votre enfant de mieux trouver sa place dans le monde. Quelles sont ces techniques ? Alors, au sein du Nid Sensoriel, on utilise ces techniques. C'est plutôt des méthodes d'intégration et de stimulation sensorielle, de philosophie aussi, comme la philosophie Snow-Zelen, des méthodes qui viennent d'outre-Atlantique et dans les pays scandinaves et qui ont fait leurs preuves. Voilà. Et ça fonctionne comment ? Alors, c'est peut-être une question difficile que je pose. C'est de la stimulation ou c'est par le biais des sens et de la sensorialité. Je rejoins un peu le cap d'Audrey, ou par le biais de stimulation auditif, visuel, olfactif. Et on se trouve dans un sas où on va créer une qualité d'accueil, de communication, une qualité émotionnelle et relationnelle pour pouvoir booster au mieux l'enfant, l'adulte et l'adolescent. Alors j'allais dire, dans les outils qui sont utilisés pour les soins aujourd'hui en France, dans les hôpitaux, c'est peut-être quelque chose qui manque. On est en retard à ce niveau-là. On est en retard. Apparemment, ça vient de l'étranger. Oui. Alors, on trouve quelques sas Snow-Zelen. Le Nid Sensoriel est le premier sur le territoire français qui est ouvert au public. Mais on trouve, il y a encore, des services qui s'ouvrent tout doucement à ces médecines dites douces et ces médecines non médicamenteuses. Alors je me disais qu'avec Audrey, vous avez quelque chose en commun, c'est que vous avez vécu quelque chose de très difficile. Vous avez surmonté des difficultés et la première envie que vous avez eue, quand vous avez pris un peu de recul, c'est d'en faire bénéficier les autres. Tout à fait légitime de pouvoir, en tout cas, pas forcément. Du moins, pour ma part, en tout cas, ça demande de la générosité. De la générosité et sur notre parcours, on croise beaucoup de parents, de mamans, de familles qui sont complètement abandonnées et l'idée c'est de pouvoir donner aussi aux autres la façon dont on a pu travailler en tout cas notre épreuve.
Ben, merci pour cette générosité. Merci de nous parler de ce que vous faites. On va trouver Loïc Ballet comme tous les jours. Je demandais à Audrey de choisir, faire un choix, parce que Loïc, tous les jours, il explore les territoires de la région, il nous rencontre des personnages et il vous propose de choisir entre deux, parce que cette semaine, il est à Ambronay, qui est un village de l'Ain célèbre pour son festival, mais aussi riche en personnages. Et donc, il faut choisir entre faire la connaissance d'Hervé, qui est un ingénieur reconverti en médecin de vélo, si on peut dire. Il parcourt la région avec son atelier itinérant de réparation de cycles à la rencontre d'habitants de la région. Ou alors, vous pouvez aussi aller vous rééquilibrer et régénérer grâce à Marjorie avec une initiation au yoga dans un lieu historique qui est un vieux moulin réhabilité aux vibrations bénéfiques. Je vous laisse choisir. C'est difficile. Je dirais le yoga, peut-être en lien avec les thématiques Je de pensais que Monia vous et les alliez miennes. choisir ça, vous voyez. Vous êtes Allez, fort. c'est parti. Ambronay avec ce yoga qui se fait dans un ancien moulin, très beau d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a des lieux qui inspirent au calme et au silence. Nous sommes dans le vieux cloître de l'abbaye d'Ambronay et à quelques pas d'ici, il y a un lieu plutôt historique qui a été restauré, un vieux moulin que Marjorie a transformé en lieu de cours, d'atelier pour le yoga. Bref, toute l'équipe dans Vadrouille passe en mode zen. Bonjour! Bonjour, bienvenue. Mais c'est super beau chez vous! Mais merci. Bon alors ça c'est le moulin. Ouais, ça c'est ça, on peut pas le louper. C'est un moulin qui est historique dans le village. qui Ah, a- très vieux. Très vieux. Je saurais pas vous dater, mais très vieux. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce lieu? Pourquoi ici? Parce que déjà, ça nous permettait de réhabiliter un patrimoine un peu historique dans le village. Ouais. Donc c'était quand même sympa, le clin d'œil. Voilà, c'est bien d'être engagé dans les lieux dans lesquels on vit. Faire du yoga dans une maison où l'eau coule avec cette route, c'est feng shui, c'est bien ou pas? C'est fabuleux. C'est vrai? Ouais, l'eau c'est puissant, c'est apaisant. Et franchement, je pense que ce que les élèves ressentent quand ils viennent pratiquer au studio. Bon, moi je propose qu'avec l'équipe, on aille tester les vibrations de l'atelier. Avec grand plaisir. On y va? On y va, Allez hop, attention. on quitte ses chaussures. En route. Bon, alors le yoga, c'est quoi? Une pratique de bien-être, une pratique holistique qui nous permet de ralentir D'accord. et de prendre soin de soi et conscience de soi. C'est pas évident ça. Alors un chien tête en bas, la priorité, c'est que le dos soit droit et long. Et donc ici, on va essayer de privilégier des jambes peut-être un peu fléchies plutôt D'accord. que des jambes trop tendues qui viendraient arrondir notre dos. Voilà, là, tu vois? Et alors le yoga, c'est quelque chose qu'on fait pour se muscler ou pour se détendre? C'est les deux. Ah, on C'est peut les se deux. muscler aussi avec le yoga? Le yoga, c'est pour équilibrer. D'accord. Voilà. Là, je sens que j'ai beaucoup de sang qui arrive à la tête. C'est normal ou pas? Bah oui, ça fait D'accord. partie de l'inversion. T'as le cœur plus haut que la tête, donc c'est Ok. pas mal, c'est plutôt bon Ah, c'est bon ça. pour régénérer un peu le cerveau et renouveler les idées, c'est pas mal. J'ai senti que tu avais besoin de relancer ta créativité. J'ai peur là. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire une posture de tête? Allez. Hein, tu m'as dit que tu étais D'accord. un athlète. Ouais. Non, j'ai pas dit ça du tout. Superbe. Vers le haut. Voilà. Et là, je sens qu'il y a toutes les idées qui sont arrivées dans la tête. Hein. Eh oui. Oh, oh, atterrissage. Oh, moi j'adore. Il faut qu'on revienne plus souvent. Moi, je Vous crois. connaissez l'adresse maintenant. Ah ouais, il faut qu'on revienne plus souvent voir Marjorie. Voilà, merci à Loïc, que vous retrouvez, je rappelle, tous les vendredis à 9h50 après cette émission avec ces rencontres qu'il fait dans toute la région. Audrey, je vous voyais attentive. Vous avez essayé, je crois, le yoga. Quand on s'occupe comme ça, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 de son enfant, est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas aussi s'occuper de soi? Alors ça, c'est quelque chose que ça j'ai vient encore du après. mal à faire. Le tentative de yoga, c'était le premier confinement et malheureusement, j'ai abandonné assez rapidement. Ouais. Mais c'est important aussi de se retrouver soi à un moment donné quand Il faudra. on a tout Il faudra, redonné. ouais. Alors, si je voulais vous demander si vous lisiez, tiens, J'aime beaucoup lire, plutôt livre papier ou plutôt livre numérique? papier. Papier. On va voir ce qui est le mieux pour l'environnement avec Lucille Potvin qui nous rejoint tout de suite, qui revient régulièrement dans cette émission. Bonjour Lucille. Bonjour. Alors la question, c'est bien ça. Je rappelle que vous êtes directrice de l'association Conscience et Impact écologique. Et cette semaine, donc, on aborde la question des supports de lecture. Alors, support papier ou support numérique, c'est vrai que la question se pose. Parce que déjà, le papier, on se dit que c'est beaucoup d'arbres abattus.
Oui. et de l'encre qui est peut-être pas toujours, qui est parfois toxique. Est-ce qu'on pense bien? Alors, oui et non. En fait, c'est une idée reçue de penser que le papier, c'est la déforestation automatiquement, que en fait, tout ce qui est livre, c'est vraiment mauvais pour l'environnement. En fait, si on compare les livres numériques et les livres papier, ben, on peut être un peu surpris. Parce qu'aujourd'hui, même si effectivement, il y a une utilisation du bois pour faire de la pâte à papier, même s'il y a une utilisation de produits chimiques pour les impressions, en fait, quand on compare ça à une liseuse, qui est un outil numérique, là, pour la fabrication, on se rend compte qu'il y a une grosse différence. Alors, on va les mettre tous les deux sur la balance. Côté papier, alors, les points positifs, c'est quoi? Et les points négatifs? Alors, on va commencer par le négatif déjà. Déjà, il va falloir de la matière, donc issue des arbres, donc énormément de bois. Alors aujourd'hui, il y a une partie du bois qui va se trouver par du recyclage. Donc on recycle du papier pour pouvoir refaire de la pâte à papier et refaire du papier. Il va y avoir aussi des forêts qui sont vraiment produites pour faire du papier, avec des labels. Et il y a une partie de bois qui va venir de l'extérieur pour faire des papiers un peu particuliers. C'est-à-dire que les forêts raisonnées, c'est-à-dire qu'on coupe des arbres, mais on en plante en même temps. Exactement. L'idée, c'est ça. En fait, c'est des productions uniquement pour du papier. Il y a aussi de l'élagage d'arbres. Il y a beaucoup de forêts domaniales qui sont entretenues et ce bois-là, il est récupéré pour de la pâte à papier. Oui, alors j'ai entendu dire que la fabrication du papier demandait beaucoup d'eau. Oui. C'est vrai? Alors ça, c'est un problème aussi. En fait, le gros problème de tout ça, c'est que c'est l'eau. En fait, aujourd'hui, pour produire un livre, c'est à peu près une 40aine de litres d'eau. Donc c'est vrai que c'est presque autant que les t-shirts ou les jeans. Il faut beaucoup d'eau aussi. Les jeans, on est plus sur du 10 000 litres, donc c'est beaucoup plus important. Donc il vaut mieux lire que changer de jean. Exactement. C'est un peu ça l'idée. Donc ça, on est sur le papier. L'encre aussi. Moi, j'ai lu que certaines encres étaient toxiques. Et, on va utiliser des produits chimiques, on va utiliser des colorants en fait qui sont issus de la pétrochimie. On va utiliser aussi des fois des colorants qui viennent des animaux, notamment des chenilles pour le rouge, ce genre de choses. Donc c'est vraiment pas très écologique. Ouais. Mais les choses sont en train de changer un petit peu ou pas? Il y a une réelle prise de conscience? Oui, on voit beaucoup d'éditeurs aujourd'hui qui se rapprochent de labels pour pouvoir faire vraiment des choses plus vertes. Il y a un prime vert, il y a pas mal aussi de forêts certifiées. Donc on voit vraiment qu'aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience. Voilà. Donc on voit qu'il y a du négatif, il y a aussi beaucoup de positif. Alors de l'autre côté de la balance, il y a les liseuses numériques. Là aussi, il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. Alors le négatif, c'est quoi? Alors le négatif, c'est qu'aujourd'hui, pour faire des objets numériques, il va falloir des matières premières qui sont des terres rares, des métaux rares. Et ces matières-là, elles sont trouvées dans des pays où il y a une politique qui n'est pas toujours très stable. Et pour pouvoir aller les extraire, il faut de la déforestation. Donc on déforeste. Éventuellement, on fait travailler des enfants aussi. Bien sûr. Un pays. Sinon, c'est pas. Voilà, c'est vrai que c'est. Là, c'est pas que c'est pas très écologique et c'est pas très moral. Complètement. En fait, aujourd'hui, ça a des enjeux non seulement environnementaux, mais aussi sociaux. Ouais. Donc ça, c'est le côté négatif. Est-ce qu'il y en a d'autres côtés négatifs? Parce que ça utilise aussi des plastiques, donc des produits pétroliers. Oui, bien sûr. En termes de matière, c'est quand même assez important. Après, il y a aussi toutes les données. Internet, ça ne fonctionne pas par magie. Ouais. C'est beaucoup de pétrole pour faire fonctionner ces gros ordinateurs où les informations tournent en boucle. C'est beaucoup d'électricité. Oui. On commence à en prendre conscience. Voilà. On va retrouver énormément de données qui sont conservées grâce à ces ressources-là. Oui. Alors, les côtés positifs, c'est quoi? Alors, le positif, c'est que ça peut... C'est qu'on a une liseuse et 50 livres et que, voilà. En fait, la liseuse, elle commence à être intéressante écologiquement parlant si on a une consommation de livres supérieure à une lecture de 4 livres par mois. Donc, en fait, si on lit plus de 4 livres par mois, la liseuse, elle est rentabilisée écologiquement parlant. Et donc, du coup, c'est mieux d'avoir une liseuse. Mais ça nécessite une grosse lecture. Oui. Donc, quand on mesure dans la balance, en fait, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Il y a l'utilisation qu'on a fait et nos besoins. C'est-à-dire, donc, si on lit peu, il vaut mieux lire des livres papier. Et si on lit beaucoup, il vaut mieux utiliser une liseuse. C'est un peu ça la morale de l'histoire. Après, moi, j'aurais tendance à dire, gardons les livres. En plus, on peut les conserver très longtemps, alors qu'une liseuse a une durée de vie qui est assez limitée. Et il y a des chiffres qui montrent aussi que souvent les lecteurs de liseuses, quand ils ont aimé un livre, finissent par l'acheter en papier. Ah oui.
Donc là, on est doublement négatif sur l'impact environnemental. En matière de recyclage, les deux se recyclent ou pas? Alors, le papier se recycle quand même beaucoup mieux que la liseuse. Ouais. Le papier est presque recyclable à 100%, alors que la liseuse est recyclable, je dirais, à moins de 20%. Voilà. Vous lisez beaucoup, Audrey? 4 livres par... C'est par mois? Par mois. Par mois? Moi, sur une année, oui. C'est par période. Bon, bah, ça serait plutôt la liseuse alors. Merci beaucoup, Lucille, avec le grand plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Je vous propose maintenant de prendre de la hauteur pour découvrir un métier et quelqu'un de formidable au quotidien. Il s'agit de Damien, il est charpentier, couvreur, zingueur et il travaille, il faut savoir, en ce moment sur la restauration du dôme de l'église des Minimes, c'est à Clermont-Ferrand. Et c'est Jérôme Doumain qui a lutté contre le vertige pour aller à sa rencontre. On y va. On a 10 000 ardoises à peu près à poser sur le dôme. On va être 4 ou 5 à poser ces ardoises. C'est, on va dire, le chantier d'une carrière, tout bêtement. Bon, voilà peut-être au sommet. Bonjour, Bonjour. je me permets de vous déranger. Pas de souci. J'étais surpris en fait par l'ampleur du chantier d'en bas là. Donc, j'ai demandé l'autorisation, on me l'a donnée pour venir vers D'accord. vous. Vous êtes Damien, je crois. Damien. On m'a Vallon. dit allez voir Damien là-haut, c'est le chef de chantier. Charpentier, couvreur, Ouais. zingueur. Touche un peu à tout. Vous n'êtes pas facile à trouver. Hein. Non, ouais, on prend de l'altitude et c'est bien là où on est le mieux, en l'air. Ça vous impressionne de voir ça là? Ouais, c'est impressionnant, mais après, ça devient tout bêtement un peu une petite routine. Parce qu'on est à combien à peu près du sol là Et ici là, la grue à 65, donc ouais, 60 mètres, je dirais. Vous n'êtes pas seul là? Eh non, j'ai mes petits camarades de travail quand même, Bonjour. Yuri et Ludo. Parce qu'on est où là? On est sur le dôme là On est de sur- l'église là? On est sur le dôme, ouais, l'église des Minimes. Et du coup, là, ce qu'on va, on va refaire, on va recouvrir cette belle dame, ce beau dôme. On a 10 000 ardoises à peu près à poser sur le dôme. Et c'est toi seul qui va les poser les 10 000? Non, on a bien les collègues pour nous aider pour faire ça, mais en vrai, on va être 4 ou 5 à poser ces ardoises. C'est un plaisir de travailler en hauteur, c'est en fait s'échapper, en fait, tout bêtement, on s'échappe du haut, on est sur on est bien, quoi. Sur un nuage? Ouais, c'est un peu ça, ouais, on est un petit coin à nous. C'est ce qui fait un peu choisir aussi ce métier. C'est s'évader de tout ça, quoi. On se croirait sur un nid ici. Oui, bien perché. Les jours il fait beau, tout va bien. Ah, Quand le mauvais temps arrive, et là? fuyons. On peut continuer de grimper encore pour Ouais. voir ce qui s'y passe au-dessus. Et il y en a encore beaucoup les étages comme ça là? Ouais, 4 ou 5 pour arriver clocheton là-haut. Et là, on a affaire à un Mikado de fer. T'imagines un peu cet assemblage là? Les mecs qui viennent poser les échafaudages, faut avoir de la réflexion quand même pour en arriver à ça, sachant que c'est toute la reprise de poids. Il n'y a aucun pied qui pose sur le dôme en soi. On se souviendra du bâtiment changé, mais on ne se souviendra pas du gros échafaudage qu'il y avait là avant. Je vais profiter de cette très belle terrasse, Damien. Tu me le permets? Oh oui. On y est. Regarde, le soleil et une vue imprenable sur Clermont. T'imagines là, tu pourras dire que t'as bossé là-dessus. C'est un peu une fierté d'avoir des enfants, de dire papa il travaille sur les toits, et de passer l'édifice, de dire c'est papa qui a refait le toit. Merci Damien. Merci à toi d'être venu nous voir, nous rendre visite, voir un peu, faire découvrir notre beau métier. Oui, merci à Jérôme. Et avec Audrey Sauvageon, on trouvait la vue très belle, mais on a le vertige un peu. Hein. Ça, on préfère que ce soit eux qui y aillent. Voilà. Puis on se disait aussi que c'était un métier qui demandait beaucoup d'humilité. Parce que tout ça se fait dans le temps, c'est quelque chose qu'on construit. On va accueillir tout de suite notre champion de France d'orthographe, qui est Guillaume Terrien, parce qu'il a été inspiré cette semaine. Bonjour Guillaume. Bonjour Alain. Il paraît que vous vous intéressez aux prénoms français. Eh bien oui, pour préparer cette chronique langue française, je me suis inspiré de Marin. Marin qui a la particularité d'avoir un prénom. Marin, c'est à la fois un prénom et à la fois un nom de la langue française. Et vous savez qu'il y en a plein en fait dans la langue française qu'on manipule peut-être tous les jours sans s'en rendre compte. Est-ce que vous en connaîtriez d'autres
que le mot marin, que le prénom marin, Audrey qui soit à la fois un nom ou un adjectif. Moi, je Et pense à Rose, Ouais, qui est à la fois une couleur, une fleur et un prénom. C'est ça, très bien. Oui. Iris. Exact. Iris. Bravo. Iris aussi. Ouais, voilà, les fleurs ont inspiré des prénoms. Et Marcel, c'est aussi un Oui. vêtement. Très bien, Marcel le débardeur. Ouais. Il paraît c'était une entreprise qui était dans notre région, ça, qui fabriquait les Marcel. Exact. Ouais, C'est ouais. là d'où vient le nom. Et alors, on est un peu triviaux, mais les Robert. Les revers aussi. Oui. Les revers, les seins, les nichons, pardon. Mais ça fait partie de la langue française. Brassons tous les mots de la langue française. Ouais. Et Robert, vous savez d'où ça vient? Il faut que je le prenne des choses. Bah là aussi, c'est un appareil pour tirer le lait qui était fabriqué par une entreprise qui s'appelait Robert. Et c'est de là qu'est venue D'accord. l'expression un Robert. Voilà, vous n'êtes pas le seul à apprendre des choses. Très bien, on apprend mutuellement. Alors, moi, j'ai cité mon Marcel, ma Rose et mon Robert. Et il paraît que dans le calendrier, il y a beaucoup de noms, mais je disais, on n'y fait pas forcément attention, qui sont des adjectifs ou des qualités, comme Saint Placide, Saint Parfait. Oui, c'est ça. Il y a aussi paterne. Paterne, c'est à la fois un prénom et puis un adjectif. Alors, il n'est pas très connu, cet adjectif. Peut-être que le prénom n'est pas Paterne, très... c'est un adjectif. Je crois que c'était l'objet pour suspendre les vêtements, moi, une paterne. Pater. Ah, pater. Pater. D'accord. Ouais, ouais. Paterne, ça veut dire, c'est un petit peu comme paternel, ça vient de la même famille, un peu bienveillant. Un peu, voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Modeste. Modeste, c'est un prénom et puis c'est Oui, c'est un adjectif. C'est une qualité ou un Cet adjectif. voilà. Ouais. Et puis il y a le mot urbain. Vous êtes très urbain. Mais j'allais dire, ce sont On dit un petit peu plaisamment. des vieux prénoms, entre Oui, guillemets, ouais. qu'on n'utilise plus. Donc, on le trouve dans le calendrier des saints, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve assez peu de personnes qui s'appellent urbain. Qu'est-ce qu'on a? Sévère également, là c'est un petit peu plus négatif, mais c'est aussi un prénom. Prudence, Clément, Clémence, qui sont des prénoms et puis des qualités. Prudence, c'est joli. Sévère, j'aurais pas aimé m'appeler Sévère, moi. Tout de suite, ça, Pas du rêve. vous avez un saut sur le front. Et Constance. Qui est aussi une qualité. Ouais. Et toujours dans le domaine de la mer, le domaine maritime, qui a donné un certain nombre de mots, on a la Claire. La Claire. Donc Claire est un prénom. Et la Claire, qu'est-ce que c'est qu'une Claire? Alors, je pensais aux huîtres, je ne sais pas pourquoi. C'est ça? C'est ça? Oui, qui vient de la fine de Claire. La Claire étant Oui. l'endroit où sont élevées les fines de Claire. Et puis on a donné simplement la Claire. On a les poissons qui sont le colin. Oui. Le colin et la julienne. Ah oui, ce sont aussi des prénoms. Voilà aussi des prénoms. Ouais. On a une Aurélie. Une Aurélie, alors c'est un terme un peu plus technique, c'est une méduse. Une Aurélie. Aurélie? Oui. Ah, c'est une méduse, Aurélie? Ouais, voilà. On a Zoé Je également. penserai la prochaine fois que je me ferai piquer. Tout un tas de prénoms. Quand vous nommerez vos enfants, vous penserez à ce à quoi ça fait référence. Et puis on a des noms composés, avec des prénoms, par exemple le Saint-Pierre. Vous connaissez le poisson? Le poisson, le oui. Saint-Pierre. Ouais. Saint-Pierre, ça s'appelle le Saint-Pierre parce qu'il a une tache de part et d'autre du corps qui serait due à Saint-Pierre qui aurait pris le poisson sur l'ordre de Jésus. Ah, alors tout de suite, ça rejoint des légendes, forcément. Voilà. Et au passage, des Saint-Pierre, on peut ne pas mettre d'S. On peut mettre un S à Pierre ou ne pas mettre d'S. Jamais à Saint, en revanche. Bon, ça, c'est le champion d'orthographe qui revient. Petit point orthographique. Et enfin, il y en a un que j'aime beaucoup, toujours dans le milieu maritime avec un prénom, c'est une Marie-Salope. Alors, ce n'est pas une insulte. Une Marie-Salope, c'est un bateau à fond plat. Ah oui? Ouais, qui sert à... Quand on enlève la vase dans des cours d'eau, dans des ports, dans des rades, il y a un bateau qu'on appelle le dragueur qui va enlever la vase et qui la dépose dans une Marie-Salope. Alors j'essaie de voir le lien avec les femmes qu'on qualifie de... Là, je laisse libre cours à votre imagination. Oui. Il y a beaucoup de fruits aussi dans les prénoms. Oui, exact. On avait parlé des végétaux avec iris et rose, et puis on a aussi des fruits comme cerise. Alors cette fois-ci, cerise, myrtille, qu'est-ce qu'on a Clémentine. encore? Clémentine, absolument. Olive, prune. Cette fois-ci, contrairement à d'autres prénoms, ce sont les objets, ou en tout cas les végétaux, qui ont donné naissance au prénom. Parce que parfois, c'est l'inverse. Comme vous parliez de Robert tout à l'heure ou de Marcel, ça vient d'abord de nom ou de prénom. Oui, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Voilà, c'est ça. Donc on a les deux. On a les deux dans la langue française. Et puis on a des composés comme la reine Claude. C'est une prune, la reine Claude, et qui vient de la reine de France Claude, qui était l'épouse de François Ier. Un petit peu d'histoire en même temps, ça ne fait pas de mal. L'orthographe, l'histoire. Et enfin, la Louise Bonne. Qui est aussi une prune. Non, c'est pas une prune. Non, c'est une poire. Ah, c'est une poire, oui, pardon. Voilà. Oh, c'est un fruit. Hein. C'est un fruit, on est toujours dans la même famille des fruits. Et puis toujours dans ce qui se mange, on a la julienne, on retrouve la julienne, mais cette fois-ci l'émincé de légumes. La julienne, c'est aussi le poisson. Et puis la charlotte aux fraises, moi je suis gourmand, j'adore les charlottes. Voilà. Et on va terminer avec des mots savants. Des mots un petit peu plus savants. Prénoms et des mots savants. Oui, on a le Pascal qui vient du savant Blaise Pascal. Le Pascal, c'est une unité de pression. Quand vous regardez la météo après le journal télévisé, on parle d'hectopascal, ça veut dire 100 pascal.
unité de pression, des pascals au pluriel avec un S, comme des balles, les carnavals, et on peut citer quoi encore, une Salomé. Est-ce que vous êtes venu en Salomé? C'est une chaussure, Je ne connais pas. une chaussure qui a une bride sur le coup de pied. Une Salomé. Et je terminerai par le Guillaume. Ah, c'est autre chose que votre prénom? Voilà. Le Guillaume, c'est un rabot qui sert à faire des rainures. Alors je me suis posé la question, est-ce que ça existe un Alain? Eh bien, Je c'est n'ai à, pas trouvé. c'est à créer. Mais voilà, avec notre Alain Faurite national, Merci. régional, ça va bientôt exister. Merci beaucoup, Guillaume. À la prochaine. Dernier, en un mot, que pensez-vous de cette femme, Audrey? Pardon, on est un peu... Je pense que c'était pas son meilleur profil, mais je l'aime beaucoup. Ouais, mais c'est une femme forte, qui a du courage. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui, nous avoir fait partager ces moments difficiles, mais aussi cet espoir. Très belle journée à vous sur France 3, on se retrouve bientôt. Au revoir.